Westeros, le royaume où un souverain règne sur 7 grandes familles. Et pourtant, au fil des âges, de nombreuses maisons ont tenté par tous les moyens de se glisser autour de la table du roi. Mais s'il y a bien une famille qui y est réellement parvenue, c'est sans aucun doute celle des Hightower. Originaire de la cité portuaire de Villevieille dans le Bif, la maison Hightower est sans aucun doute l'une des plus riches et des plus prestigieuses de tout le continent. Mais essayons de voir et de comprendre d'où nous vient cette famille. Il faut retourner des millénaires en arrière pour retrouver la trace des premiers Hightower. Et d'après la légende, le fondateur de la lignée aurait tué de nombreux dragons sur le lieu qui serait amené, bien des années plus tard, à être occupé par la grande tour de Villevieille. Mais en attendant, il se contenterait de faire construire de simples tours en bois destinées à orienter les nombreux navires à la recherche d'un port pour commercer. La première véritable tour en pierre aurait quant à elle été commanditée par le roi Uthor de la Grande Tour, l'époux de Marie la Jouvencelle, l'une des filles de Garth Mainverte, l'un des héros du premier âge qui aurait, dit-on, été le roi des premiers hommes, celui qui les aurait guidés à travers le bras de Dorne avant de les aider à s'installer dans les terres verdoyantes du Bif. Le couple royal aurait ensuite eu 2 enfants qui auraient été à l'origine de la création des Maestres et de leur légendaire citadelle. Suite à cela, les Hightower auraient régné durant des siècles sur des terres particulièrement riches, leur permettant d'asseoir leur autorité et de se développer économiquement. Ce qui, bien sûr, finirait par attirer les convoitises, notamment d'autres familles, que ce soit du côté de Dorne, des Îles de Fer ou des Hauts-Jardiniens, qui parviennent à piller la cité à 3 reprises en moins d'1 siècle. Comprenant qu'ils doivent désormais veiller à leur propre protection et à la préservation de ce qu'ils avaient pu bâtir à travers les époques, le roi de la Grande Tour, Otto II du nom, décide de faire détruire la palissade en bois qui entourait sa cité afin d'y faire construire une véritable muraille en pierre, faisant de Villevieille la cité la plus protégée de tout Westeros. Une protection au coût particulièrement élevé puisqu'il est dit que le budget engagé aurait eu pour effet de ruiner la cité pour 3 générations. Fort heureusement, celui-ci s'était avéré particulièrement efficace pour empêcher quiconque de s'approcher de la Grande Tour et des trésors que les Hightower pouvaient y cacher. Néanmoins, le mur ne pouvait pas les protéger éternellement des terribles Fernés, ce qui les oblige donc à leur verser un tribut quotidiennement, et il devient donc évident que cette situation ne pouvait plus durer. C'est donc à cette époque que le roi de Villevieille accepte de ployer le genou devant les seigneurs de Haut-Jardin, devenant dès lors leur vassal, à la seule condition qu'ils veillent à leur protection. Pour sceller cette alliance, 2 mariages sont conclus entre les 2 maisons du Bif. Désormais reconnu sous le titre de Lord, Lyman Hightower engage la construction d'une flotte de navires afin de mettre un terme au pillage des Fernés. Le tribut ne serait plus payé. Ce bousculement de l'ordre établi force le souverain des Îles de Fer, Théon Greyjoy III du nom, à engager sa propre flotte dans la bataille, mais il est vaincu par le seigneur Hightower, qui pour l'occasion rétablit une certaine forme d'esclavagisme sur ses propres terres afin d'utiliser les Fernés faits prisonniers comme main-d'œuvre dans l'objectif de consolider la grande muraille de Villevieille. Suite à cette victoire, la maison Hightower possède la plus grande flotte de Westeros et les héritiers de Lyman s'inscriraient sur cette voie, en mettant les bouchées doubles pour toujours renforcer leur marine tout en ne négligeant jamais le commerce qui viendrait enrichir leur cité ainsi que leur famille dans les années à venir. Finalement, lorsque les Andals font leur arrivée et commencent à s'approprier les nombreux royaumes de Westeros, la première réaction des habitants de la cité est de renforcer leur défense. Mais une fois leur ennemi à leur porte, les Hightower font le choix de ne pas s'engager dans un conflit qu'ils savent perdu d'avance. Et le seigneur de l'époque, Dorian, en vient même à répudier sa propre épouse afin de conclure une nouvelle alliance avec une princesse Andal. Tandis que son fils est le premier à se convertir à la religion des Seth, la foi importée par leurs envahisseurs, avant de faire édifier un formidable septuaire. Dans les siècles qui suivent,
Ville-Vieille s'impose logiquement comme le centre de la foi de Westeros. Puis vient l'heure des dragons. Lorsqu'Aegon le Conquérant et ses sœurs débarquent sur Westeros en annonçant leur souhait de régir le continent tout entier. Les Hightower, comme à leur habitude, font tout pour se tenir le plus éloigné possible du conflit. Même lorsque leur suzerain, le roi Mern IX de la maison Jardinier, décide de partir en guerre. Eh bien leur en prie, car la maison Jardinier est anéantie lors de la bataille du Champ de Feu. Et lorsqu'Aegon se rend à Haut-Jardin, il y trouve l'intendant, un certain Harlan Tyrell, qu'il décide de nommer comme nouveau gouverneur du Bif. À la fin de la guerre, le lord Manfred Hightower accepte d'ouvrir ses portes aux Targaryens et de faire couronner Aegon au sein de son propre septuaire. Dès lors, les Hightower se retrouvent mêlés dans un tout nouveau système de gouvernance. Les frontières du royaume étaient désormais plus éloignées que jamais. Et la reine Rhaenys s'était donc démenée pour organiser des mariages entre différentes familles, et c'est ainsi que les Hightower voient l'un de leurs enfants être uni à une fille de la maison Torse. Mais l'heure de gloire vient véritablement en l'an 25 après la conquête, lorsque le roi Aegon décide d'unir son fils, Maegor, à Cerise Hightower. Malheureusement, 14 ans après leur mariage, celui-ci se révèle infertile, et le mari décide dès lors de conclure un nouveau mariage, ce qui pousse le seigneur Hightower à protester auprès du nouveau roi, Aenys Targaryen, premier fils du conquérant, mais Maegor, le principal intéressé, préfère s'exiler avec sa nouvelle épouse, laissant à son ancienne le soin de retourner auprès de ses proches. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais lorsqu'Aenys décède prématurément, c'est son demi-frère qui lui succède. Maegor fait donc son retour à Port-Réal, ce qui permet à Cerise de se présenter comme la reine légitime du royaume, étant donné que son mariage n'avait pas été répudié. Mais les Hightower n'osent pas s'engager plus ouvertement dans la crise de succession des Targaryens. Cependant, lorsque la guerre de la foi éclate suite à des désaccords croissants entre la couronne et les adeptes des Sept, Ville-Vieille, où on retrouve la résidence du grand Septon, se trouve prise pour cible par le roi Maegor et sa mère Visenya. N'ayant pas d'autre choix, les Hightower préparent leur défense, mais la mort mystérieuse du grand Septon qui survient en l'an 43 leur permet à la place de faire élire un nouveau grand Septon qui serait à même de se montrer plus conciliant avec la famille royale, ce qui leur permet au passage de préserver leur cité de la dévastation. Cet acte permet également de ressouder l'entente entre les deux familles les plus puissantes de Westeros, et pour la peine, Maegor en vient même à se réconcilier avec son ancienne épouse, à qui il rend l'ensemble de ses droits, à la seule condition qu'elle reconnaisse comme légitime ses autres épouses. Mais quelques années plus tard, la maison Hightower décide de se retourner contre Maegor, qu'elle juge cruel et indigne de régner sur le trône de fer. Dès lors, Ville-Vieille se déclare en faveur du prétendant Jaehaerys, dernier fils encore en vie d'Aenys, qui vient justement d'être proclamé comme roi légitime par le seigneur Baratheon qui le cachait jusqu'alors de son oncle. Mais ils sont également rejoints par la plupart des grandes maisons de Westeros, telles que les Velaryon, les Arryn ou bien encore les Lannister, tandis que Maegor ne peut compter que sur le soutien de maisons de faible importance. Finalement, c'est sans combattre que le nouveau souverain peut obtenir sa couronne lorsque son oncle est retrouvé sans vie, assis sur le trône de fer. Jaehaerys peut quant à lui se rendre ensuite à Ville-Vieille où il est à son tour couronné comme nouveau seigneur des Sept Couronnes. Finalement, ce n'est que bien plus tard, au terme du règne du grand roi Jaehaerys, que ce dernier requiert l'assistance d'Otto Hightower, frère cadet du régent de sa maison, afin qu'il vienne le servir comme main du roi à Port-Réal, et il s'y rend donc accompagné de sa fille Alicent. Après la mort du roi, son petit-fils Viserys lui succède. Cependant, celui-ci ne parvient pas à obtenir un fils et lorsque son épouse trépasse, il devient urgent pour la couronne de trouver une nouvelle épouse afin d'éviter une énième crise de succession. Et bien que le roi ait tout fait pour que ses sujets considèrent sa première fille, Rhaenyra, comme son héritière légitime, son nouveau mariage avec Lady Alicent Hightower, certainement mise sur le devant de la scène grâce à son père, porte ses fruits, puisqu'elle peut mettre au monde pas moins de 4 enfants, dont 3 garçons. Dès lors, la reine et son père espèrent faire changer d'avis le roi quant à sa succession,
mais celui-ci refuse d'en entendre parler et en vient même à congédier sa main pour avoir trop insisté. Mais 10 ans plus tard, Viserys accepte de faire machine arrière et de faire appel à nouveau à Otto comme main du roi. Et lorsqu'il finit par lâcher son dernier soupir en 129, son pire cauchemar finit par se produire, car une crise de succession éclate entre tous les prétendants. D'un côté les Noirs de Rhaenyra et les Verts d'Alicent Hightower. Ce grand conflit qui s'étale sur près de 2 très longues années entraîne la maison du dragon à s'affaiblir plus que jamais. Les hommes meurent, les dragons meurent. Si bien qu'en moins de 2 ans, plus aucun des prétendants d'origine n'est encore en vie. Les seigneurs de Westeros se mettent donc d'accord pour couronner Aegon, 3e du nom, le fils de Rhaenyra, et de lui faire épouser Jaehaera, la dernière fille du prétendant du camp des Verts, mais du côté des Hightower, ce conflit meurtrier a ravagé leur maison. De nombreux lords se sont succédés et nombreux sont ceux à avoir péri après avoir été passés au fil de l'épée. Sir Otto a été exécuté, son frère, ses fils, tous ont dû payer le prix de leurs actes. Leur armée elle-même a été décimée. Mais fort heureusement, ceux-ci sont parvenus à préserver leur belle cité de toute forme d'affrontement. Néanmoins, il convient maintenant de savoir quelle va être la position des survivants Hightower alors qu'ils sont encore en mesure de représenter un véritable danger pour la couronne, et que dans le même temps, Aegon III est proclamé roi par toutes les grandes familles de Westeros. Au premier abord, le nouveau seigneur, Lord Lyonel, fils du défunt Ormund Hightower, se dit prêt à poursuivre l'effort de guerre dans l'espoir de venger son paternel. Mais celui-ci tombe sous le charme de sa belle-mère, Samantha Tarly, dernière épouse de son père, qui fait tout pour le séduire afin de le faire changer d'avis. Dès lors, les Hightower capitulent et restituent à la capitale la part du trésor qu'ils avaient pu s'approprier au moment où leur favori, Aegon II du nom, était monté sur le trône de fer. La reine Alicent, quant à elle, sombre tout simplement dans la folie après avoir pu assister à la disparition de tous ses plus proches amis, mais également de ses plus proches ennemis. Cela fait, Lyonel espère pouvoir épouser Lady Tarly, mais la chose lui est refusée par le grand Septon qui considère cette union comme incestueuse, ce qui n'empêche pour autant pas le couple d'avoir 6 enfants avant d'obtenir satisfaction et de pouvoir se marier en l'an 144 après 13 années de conflits et de tensions avec la foi. Cet événement, conjugué à la rébellion fomentée par les Verts pour asseoir leur autorité de force sur les 7 couronnes, font que la réputation des Hightower en ressort particulièrement entachée. Heureusement, la visite de Lord Aline Velaryon à Villevieille vient apaiser les tensions entre les anciens Verts et les anciens Noirs. C'est aussi à cette époque qu'une banque est fondée au sein de leur cité et que leur maison peut de nouveau s'enrichir de façon considérable. Après cela, les chroniques ne relatent que très peu les événements ayant pu prendre place à Villevieille ou ayant pu impliquer les membres de la maison Hightower. Nous savons néanmoins que Lord John Hightower a pu servir comme main du roi d'Aegon IV du nom, et que la loyauté de la maison s'est montrée très volatile lors de la première rébellion Feu Noir, et que la cité a été particulièrement touchée lors d'une épidémie de peste grise qui a même fini par conduire à l'assassinat du seigneur de l'époque et de son jeune héritier. Lors de la rébellion du roi Robert, le lord commandant de la garde royale d'Aerys II est Gerald Hightower, qu'on surnomme le Taureau Blanc. Fort logiquement, sa maison reste fidèle aux Targaryens, et malgré le trépas du lord commandant suite à un combat l'ayant opposé à Eddard Stark, le caractère honorable de l'homme lui permet de disposer d'un important prestige, même à l'état posthume. Quoi qu'il en soit, à l'époque des livres, la maison Hightower existe toujours. Aucun de ses membres n'occupe un poste de prestige, mais leur famille a pu conclure des alliances ou des mariages avec d'autres familles, comme notamment avec la maison Mormont, lorsqu'un mariage est conclu entre Jorah et Lady Lynn Hightower. Comme la plupart des maisons du Bif, ils se joignent aux Tyrell suite au mariage unissant Margaery et Renly Baratheon, lorsque ce dernier espère prendre la suite de son frère, Robert, récemment décédé. Mais après l'assassinat du dernier prétendant, les Hightower restent fidèles à la maison Tyrell qui décide finalement de rejoindre le camp de Joffrey Baratheon et de ses alliés Lannister. Cependant, suite à l'élection d'Euron Greyjoy comme nouveau seigneur des Îles de Fer,
les citoyens de Ville-Vieille craignent que leurs terres soient ravagées par des raids et des pillages. Depuis lors, il est dit que le seigneur local se serait retiré au sommet de la Grande Tour afin d'étudier d'obscurs textes de sorcellerie afin de préserver sa superbe cité. Reste à savoir s'il y parviendra. Ce que l'on peut retenir au final, c'est que comme nombre d'autres maisons avant eux, les Hightower ont su se montrer malins, intelligents, sournois et parfois perfides, mais toujours dans l'objectif de faire grandir leur maison. On notera quand même que contrairement à certaines de leurs maisons rivales, les Hightower ont toujours tout fait pour préserver leur antique cité de toute forme de conflit. Certains pourraient effectivement considérer cela comme étant de la lâcheté, mais n'oublions pas que Ville-Vieille est, et a pour ainsi dire, toujours été la ville la plus peuplée des 7 couronnes, juste derrière Port-Réal. Et que la préserver, c'est aussi veiller à la sauvegarde d'une immense population. Mais pas seulement, car la présence de la citadelle des Maistres désigne également Ville-Vieille comme la capitale du savoir et de la connaissance de tout Westeros. Voilà toute l'histoire de la maison Hightower. J'espère que ce récit vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute. Ciao.